les corps de 8 personnes ont été repêchés aujourd'hui. Cela porte à 27 le nombre de personnes décédées. L'autocar s'est renversé dimanche dernier suite aux inondations qu'a connues la région. J-2 avant l'élection présidentielle en Tunisie. La campagne électorale a pris fin aujourd'hui. Les Tunisiens de l'étranger ont quant à eux commencé à voter ce matin. Exemple dans cette édition à Rabat, dans l'ambassade de Tunisie. Des jeunes venus de près de 60 universités internationales sont à Ben Guerir pour une compétition écologique. Ils devront bâtir des maisons fonctionnant exclusivement à l'énergie solaire. Un défi à réaliser en moins d'1 an et demi. Et à la fin de ce journal, vous découvrirez les œuvres abstraites de l'Argentin Alejandro Capovilla. L'artiste exprime dans ses toiles sa fascination pour la culture marocaine. Ses œuvres sont exposées à Rabat. Madame, Monsieur, bonsoir. Le bilan du renversement d'un autocar près de Rachidia est revu à la hausse. Les corps de 8 personnes ont été repêchés aujourd'hui, portant à 27 le nombre de victimes de l'accident. L'autocar s'est renversé dimanche dernier suite aux inondations causées par les fortes pluies qu'a connues la région. Reportage Abd Samad Taham, le récit est de Rizlan Taibi. Il est 16h30. Le corbillard s'est à nouveau déplacé au rivage de la rivière Damchan. Il vient chercher le 8e corps renfloué aujourd'hui. Le bilan des victimes s'est élevé maintenant à 27. C'est le corps d'un enseignant qui a été repêché. Celui d'un autre est toujours introuvable. C'est une véritable catastrophe. Cette personne est de notre village. Elle venait de célébrer son mariage et rentrer avec sa femme de leur lune de miel. Ils sont morts tous les deux. Voici l'épave de l'autocar happé par les torrents en furie de la rivière Damchan. La crue enregistrée dimanche dernier est l'une des plus importantes depuis plus de 40 ans. Cette rivière est un affluent de la rivière Ziz. Depuis 4 décennies, aucune crue n'a été de cette puissance. Les recherches des corps d'éventuelles victimes se poursuivent sans relâche depuis 6 jours. Les éléments de la protection civile et de la gendarmerie royale passent au peigne fin toute la zone. 30 personnes seulement ont pu survivre à cet accident. Et le temps sera instable ce week-end dans certaines régions. Des nuages avec risque de pluie ou d'averses orageuses sont à prévoir sur l'ouest de la Méditerranée, surtout pendant la matinée. Le temps sera ensuite passagèrement nuageux. Des vents forts sont également prévus dans l'est du pays. Les intempéries s'abattent également sur le sud-est de l'Espagne. Les inondations ont fait 4 morts. L'Andalousie et la Castille enregistrent des records de précipitations et plus de 3500 personnes ont été évacuées. Les développements avec Ritza Saha. Depuis plusieurs heures, les équipes de sauvetage sillonnent chaque kilomètre de cette autoroute transformée en fleuve. Ici à Pilar de la Horadada, les pluies diluviennes qui se sont abattues la veille ont provoqué de fortes inondations. À bord de leur bateau pneumatique, en début d'après-midi, les sauveteurs ont secouru cet homme sur le point de se noyer. Il se tenait à un poteau de signalisation. Quand nous lui parlions, il ne répondait pas. Mon collègue et moi, nous avons donc plongé pour le récupérer. Même son de cloche du côté des provinces de Valence, Murcie et Alicante. En quelques heures seulement, près de 300 mm de pluie sont tombés dans certains endroits, soit l'équivalent de 3 à 5 mois de précipitation. Une situation exceptionnelle qui a causé le décès de 2 personnes en Andalousie et porte le bilan des inondations en Espagne à 4 morts. Je suis sortie acheter du pain et j'ai vu que tout le centre était inondé. Je me suis demandé mais comment est-ce que cela a pu arriver? Tout est inondé, même les voitures, les gens marchent dans l'eau. C'est la première fois que je vois ça depuis que j'habite ici. J'ai dû déplacer ma voiture, je vais devoir la redéplacer parce qu'elle est prise dans l'eau. Mais je vais devoir attendre un peu. Dans le sud-est de l'Espagne, au moins 3500 personnes ont été évacuées. L'alerte rouge aux orages, crues et inondations a d'ailleurs été activée. Selon la météorologie nationale espagnole, de fortes intempéries sont encore prévues demain dans la région et devraient se déplacer dimanche vers le nord de la péninsule ibérique. Direction l'Algérie, où le mouvement de contestation s'est mobilisé pour la 30e semaine consécutive. Dans la capitale, Alger, les manifestants se sont rassemblés pour dire non à l'élection présidentielle. Ils réagissent ainsi aux déclarations du chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Gaïd Salah, qui appelle à la tenue d'un scrutin présidentiel avant la fin de l'année. Mais les contestataires réclament le démantèlement du système hérité de l'ère de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika.
Et en Tunisie voisine, la campagne électorale a pris fin aujourd'hui à J-2 d'une élection présidentielle très attendue. Les thématiques sociales, économiques et sécuritaires ont dominé les débats. 26 candidats sont en lice pour le premier tour d'une élection à l'issue incertaine. Le scrutin était prévu en décembre, mais le décès du président Béji Caïd Essebsi a chamboulé le calendrier électoral. Pour les Tunisiens établis à l'étranger, le vote a débuté aujourd'hui. C'est le cas notamment au Maroc, qui accueille une communauté tunisienne estimée à près de 5000 personnes. À Rabat, l'ambassade de Tunisie a mis en place des bureaux de vote et a ouvert ses portes tôt ce matin pour permettre aux électeurs d'accomplir leurs devoirs civiques. C'est un reportage d'Abdelhamid Mourabit et Youssef Lotfi. Le récit est de Oussama Bkali. C'est le jour du grand vote pour Ihsan, cette Tunisienne née au Maroc. Elle s'est déplacée aujourd'hui à l'ambassade de Tunisie, à Rabat, pour faire entendre sa voix, autant que ses concitoyens au pays du jasmin, et élire le prochain président de la République. J'ai pu accomplir mon devoir de citoyenne dans de bonnes conditions. J'espère que le futur de la Tunisie sera radieux et que le peuple tunisien fera le bon choix. Tout se passe très bien. Nos bureaux ont ouvert dès 8 h ce matin, comme prévu par la loi régissant les élections. Sur les 5000 Tunisiens résidant au Maroc, plus de 1300 votants sont attendus au niveau des 5 centres de vote que compte le Royaume. Comme les 386 000 électeurs de la diaspora tunisienne dans le monde, ils auront jusqu'au 15 septembre, soit 2 jours avant le début des votes en Tunisie, pour glisser leur enveloppe dans les urnes électorales. Le peuple tunisien débute aujourd'hui une nouvelle étape qui renforce le système démocratique qu'il a choisi, ce même système qui permettra à la Tunisie de faire face aux défis socio-économiques et sécuritaires. Des défis qui n'ont cessé d'alimenter les campagnes électorales des 26 candidats en lice au suffrage universel. La diaspora tunisienne dispose de 302 centres dans le monde pour donner sa voix. Restons à Rabat, où l'Assemblée générale constitutive de la Fondation Abdelkrim El-Khatib pour la pensée et les études s'est tenue aujourd'hui. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message aux participants. Le souverain a salué le parcours militant du grand patriote et du militant hors pair qui était le docteur Khatib, l'un des chefs historiques du mouvement de résistance et de l'armée de libération. C'est un reportage d'Abdelhafid Lemnour et Hicham Sunni. Le récit est de Amina Ben Khalq. C'est un hommage rendu à l'action militante d'une figure emblématique de la résistance nationale. Le message royal, lu par le chef du gouvernement et secrétaire général du PJD, salue la mémoire du docteur Abdelkrim El-Khatib, et ce, en pleine assemblée générale constitutive de la fondation qui porte le nom de cet illustre dirigeant politique. En signe de considération pour le grand patriote et le militant hors pair dont la fondation porte le nom, nous avons tenu à apporter notre caution à cette initiative louable et à lui accorder notre haut patronage. Feu Abdelkrim El-Khatib est l'un des chefs historiques du mouvement de résistance et de l'armée de libération, estimés pour leur patriotisme sincère et leur lutte acharnée pour la liberté et l'indépendance du Maroc, pour la défense des symboles sacrés, des constantes de la nation marocaine. La création de cette fondation répond à l'appel du souverain de doter les partis politiques d'institutions parallèles, des institutions à même d'améliorer la performance des hommes politiques et de rehausser la qualité des politiques publiques. Nous vous exhortons également à faire de cette institution un centre de brassage d'idées constructives et une plateforme pour la formation de compétences et d'élites politiques qualifiées et la promotion des valeurs du vrai patriotisme incarné par Feu Abdelkrim El-Khatib, notamment la sincérité, la loyauté, la fidélité aux constantes et aux valeurs sacrées de la nation, ainsi que l'engagement à placer ses intérêts supérieurs au-dessus de toute autre considération. Toujours selon le message du souverain, cette institution doit servir de tribune responsable pour nourrir des réflexions et des débats sereins sur des questions d'actualité, loin de tout type d'excès ou de fanatisme.
Retour à présent sur le lancement de l'année pédagogique 2019-2020. Le bilan et les dernières avancées de la réforme du système de l'éducation et de la formation ont été présentés hier à Rabat devant Sa Majesté le roi Mohammed VI. Une réforme qui couvre de nombreux volets, de la généralisation du préscolaire au soutien social des élèves. Et concernant la formation professionnelle, des cités des métiers et des compétences verront le jour dans chacune des 12 régions du royaume. Oussama Bkhali. Le lancement officiel de l'année pédagogique 2019-2020 a été marqué par la présentation du bilan de la réforme du système de l'éducation et celui de la formation professionnelle. Ainsi, les 12 régions du royaume verront la création des cités des métiers et des compétences, suivant une logique d'ancrage économique. Ces nouvelles structures devraient accueillir jusqu'à 34 000 étudiants qui auront à leur disposition gîtes et couverts. 35 000 bourses ont également été octroyées. Ces cités des métiers et des compétences, nouveau flambeau du savoir de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, reposent sur 3 piliers. Des espaces pédagogiques modernes, une ingénierie de formation actualisée et un capital humain valorisé. Cela se traduit notamment par la création de nouvelles formations pour arriver à une offre englobant 11 secteurs. Concernant la réforme de l'éducation, plus précisément l'enseignement préscolaire, la moyenne nationale des enfants ayant intégré les petites classes au titre de l'année 2018-2019 a atteint 55,8%, notamment grâce à la création de nouvelles classes et la formation de plus d'11 000 éducateurs. Et pour faciliter l'accès des élèves les plus démunis à leurs droits d'apprentissage, plusieurs mesures ont été prises. Plus d'1 800 000 élèves ont bénéficié du programme d'appui financier Tessir, 12 internats ont été créés et 270 000 enfants ont bénéficié du service de transport scolaire. Ce vaste chantier éducatif prévoit également de réformer l'enseignement de la langue amazigh. L'un des principaux défis pour consolider la place de l'amazigh dans le système éducatif est celui des enseignants. Leur nombre n'est pas suffisant à l'heure actuelle. Ils sont près de 800 à l'échelle nationale dans l'enseignement primaire. C'est un reportage à Agadir de Hussein Ouzig et Rafiqa Goumad. Le récit est de Mehdi Foudi. Tout sourire avec une énergie débordante. C'est ainsi que ces élèves entament leur cours de langue amazigh à l'école primaire de la commune rurale Arbia Sahel. Chaque semaine, ces enfants ne disposent que de 2 heures d'apprentissage du tifinagh, un cours qu'ils apprécient pourtant particulièrement. J'aime beaucoup la langue amazigh. Je suis en CM1 et j'adore suivre ce cours. Hassan Hussein, seul enseignant de la langue amazigh dans l'école communautaire Sahel, fait partie des 15 instituteurs que compte la province de Tiznit. Il s'occupe de 12 classes de différents niveaux, soit un total de plus de 300 élèves. Je suis en charge de toutes ces classes. Je suis obligé de consacrer seulement 2 heures de cours par semaine à chacune d'entre elles. C'est un obstacle pour moi. Cette langue n'est enseignée que dans quelques établissements. Nous souhaitons avoir plus d'enseignants spécialisés en langue amazigh pour combler ce vide. Ce n'est pas évident d'encadrer plus de 300 élèves. Au niveau national, le nombre d'enseignants de la langue amazigh ne dépasse pas les 800 alors que le besoin global s'élève à 12 000 instituteurs. Un déficit ressenti dans de nombreuses écoles du royaume pénalisées par ce manque d'effectifs. L'éducation au service de la protection de l'environnement, c'est l'esprit de la compétition lancée aujourd'hui à Ben Guerir. Des jeunes venus de près de 60 universités du monde entier ont pour mission de bâtir des maisons fonctionnant exclusivement à l'énergie solaire. Les participants devront réaliser ce défi en moins d'1 an et demi. C'est un reportage de Hassan Houban et Mohamed Chahima. Le récit est de Salima Benabou. Des maisons futuristes se sont élevées à Ben Guerir. Ces logements ont tous un point en commun, celui d'utiliser le soleil comme seule source d'énergie. Cet étudiant tchadien a imaginé sa maison d'architecte parfaitement rectangulaire, construite à partir de conteneurs et surtout complètement autonome. Ces conteneurs sont recyclés et nous allons transformer ça en des maisons vivables, bien sûr pour 5 personnes. Et avec des panneaux photovoltaïques, nous allons produire 9,9 kWh. Les ingénieurs de les mines de l'université Mohammed VI de Ben Guerir ont équipé leurs maisons de technologies sophistiquées. En utilisant des matériaux locaux, à savoir le tataouï, des systèmes de climatisation modernes, de haute qualité, des systèmes d'énergie et de stockage d'énergie de haute qualité aussi.
Chaque équipe universitaire a dessiné une maison dans son pays. Puis ces logements ont été transportés ici, où ils ont été remontés et équipés. Il y a 10 épreuves, d'où le nom de décathlon, parmi lesquelles les conditions de confort, la balance électrique et le potentiel sur le marché. Il y a eu la valorisation de techniques ancestrales en les modernisant, la valorisation de matériaux locaux tels que la terre, tels que le chanvre, et donc tout cela pour avoir des bâtiments qui sont plus confortables et avoir une meilleure efficacité énergétique. Le jury évalue aussi l'intégration du projet dans le voisinage et il donne des points. Pour gagner, il faut en recueillir le plus. Les prix seront décernés le 27 septembre à l'issue de la compétition. L'équipe gagnante remportera un chèque de 1 800 000 dirhams pour commercialiser son projet. Toujours dans la région, Marrakech a été élu pour accueillir la 24e Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme. L'événement est prévu en 2021. Il réunira plus de 2000 participants venus des 156 pays membres de l'Organisation mondiale du tourisme. Le vote s'est déroulé hier à Saint-Pétersbourg en Russie. Le Maroc a été largement élu face à ses deux concurrents, le Kenya et les Philippines. Le design marocain sera à l'honneur à Casablanca à partir du 24 septembre prochain. Une conférence de presse s'est tenue hier soir pour présenter le programme de l'événement Casablanca Design Week qui en est à sa 2e édition. Cette rencontre a comme vocation de mettre en valeur toutes les facettes de la créativité contemporaine marocaine. Et pour clôturer cette édition, je vous invite à découvrir les œuvres abstraites de l'Argentin Alejandro Capovilla. L'artiste exprime dans ses toiles sa fascination pour la culture marocaine. Ses œuvres sont exposées depuis hier à Rabat. Le vernissage a eu lieu à l'Institut Cervantes. C'est un reportage de Mouloudi Zindine, le récit est de Nzamachi. La peinture argentine abstraite à l'honneur à l'Institut Cervantes de Rabat. L'artiste Alejandro Capovilla réside au Maroc. Il dit vouloir exprimer son amour pour notre culture à travers des œuvres d'art symboliques du peuple marocain. Mon inspiration vient des voyages et des discussions. C'est pourquoi quelques-unes de mes toiles représentent par exemple le souk. Elles permettent de se plonger pleinement dans l'ambiance marocaine. Et la vision de cette exposition émane d'une culture architecturale propre à votre pays. Alejandro Capovilla est un artiste plasticien qui vit au Maroc. Certaines de ses œuvres révèlent l'esprit du peuple marocain et de sa culture. Cela fait 3 ans qu'Alejandro Capovilla vit à Tétouan, 3 ans durant lesquels l'artiste a puisé son inspiration dans le quotidien des Marocains. Herbe des champs, la fin des mots ou encore chaleur marine du Maghreb sont les titres de ses créations qui passent du figuratif à l'abstrait. Ce sont des œuvres abstraites, les couleurs m'ont beaucoup plu, de même que la manière avec laquelle il exprime sa vision du Maroc. On aime beaucoup des peintures très originaux en fait. Nous avons vu des techniques très intéressantes ce soir. Le public hétéroclite venu visiter l'exposition inaugurée hier soir ne s'attendait pas à assister à une performance artistique d'Alejandro Capovilla, une toile avec des teintes colorées qui échappent à toute définition et qui reflète la singularité de l'artiste. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Le bilan du renversement d'un autocar près de Rachidia est revu à la hausse. Les corps de 8 personnes ont été repêchés aujourd'hui, portant à 27 le nombre de victimes de l'accident. L'autocar s'est renversé dimanche dernier suite aux inondations causées par les fortes pluies qu'a connues la région. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Sana Rahimi pour Al Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.